Donc, merci à tous. Nous avons donc autour de ces deux petites tables, nous avons Jean-Claude Boual, qui est président du collectif des associations citoyennes, qui est venu de Paris pour représenter le collectif. À sa droite, nous avons donc Marie-Emmanuelle Assidon, préfète déléguée pour l'égalité des chances. Ensuite, Madame Arlette Fructus, je le disais tout à l'heure, qui est élue à la ville et à la métropole sur les questions de politique de la ville, ainsi qu'à la région sur les questions de vie associative, si je ne me trompe pas. Et ensuite, Samia Chabani, qui, en plus d'être fondatrice de l'association Ancrage, fait désormais partie du comité présidentiel pour la ville, du conseil présidentiel pour la ville. Voilà, donc 4 intervenants dont on espère qu'ils auront des choses à dire et que vous aurez des choses à leur dire, puisque donc on fait un petit temps d'échange et ensuite on passe aux questions de la salle. Donc je comptais commencer avec le Parisien d'étape, donc pour une petite présentation donc du collectif des associations citoyennes, le CAC. Donc vous faites un gros travail de diagnostic, un gros travail sur l'état actuel du monde associatif. Et je voulais un petit peu vous faire rebondir sur ce qu'on vient d'entendre au niveau des témoignages. Pour vous, les urgences dont on parle, quelles sont celles qui sont prioritaires ? Oui, bonjour. Alors, je dirais que ce qui est prioritaire, quitte à ce que ce soit un peu provocateur, c'est d'arrêter de détruire le tissu associatif dans notre pays. Voilà. Y compris pour les politiques actuelles, bien entendu. Voilà. Deux mots pour présenter le collectif des associations citoyennes. C'est un collectif qui s'est constitué en 2010, suite à la circulaire du Premier ministre de l'époque, qui était M. Fillon, qui, sous prétexte d'articuler le droit communautaire et le droit national, poussait les associations vers le marché. Et on utilise beaucoup le droit communautaire pour ça, à tort, parce que quand on le connaît bien, le droit communautaire nous permet justement de faire de la subvention et de ne pas faire forcément uniquement de la délégation de services publics ou de l'appel à projet ou des appels d'offres. Si vous voulez, on y reviendra. C'est tout à fait fondamental dans le contexte actuel. Et nous avons effectivement travaillé sur, à partir de ce processus, essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde associatif, parce que le processus qui est en cours ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui que les subventions diminuent, ce n'est pas aujourd'hui qu'on fait des appels d'offres, ce n'est pas d'aujourd'hui que les associations sont en difficulté, etc. Et ce que nous constatons en même temps, puisqu'en France, il y a environ 1 300 000 associations. Mais sur ce 1 300 000 associations, parce qu'elles sont extrêmement diverses, ces associations, vous en avez environ 160 000 qui ont des salariés, donc la grande majorité n'a pas de salariés, 15 000 qui font du business, on a entendu y compris des choses là-dessus, et 150 grosses qui représentent les grosses structures qui ont l'essentiel des salariés au niveau de l'ensemble du territoire. Donc, quelque chose de très différent. Et le collectif des associations citoyennes est complètement transversal, c'est-à-dire que nous avons des associations dans tous les domaines d'activité associatifs, aussi bien le sport, l'environnement, le plaidoyer, le social, etc., etc., avec des cultures donc de chaque secteur qui est assez différente et assez particulière. Et je pense qu'il y a un travail à faire vraiment sur comment on agglutine ces cultures-là par rapport à développement de la société civile, en fait. Parce que 1 300 000 associations, entre 15 et 18 millions de bénévoles, selon les statistiques, parce que je confirme qu'il n'y a pas de statistiques sérieuses qui sont faites dans notre pays. L'INSEE commence depuis seulement 2 ans à travailler sur le monde associatif. Donc on manque vraiment de statistiques fiables. D'après l'INSEE, 1,5 milliard, je veux dire, de, entre guillemets, chiffre d'affaires.
sans compter éventuellement l'apport des bénévoles. Sans doute ça multiplierait par 2 ou par 3 si on comptait l'apport des bénévoles au taux réel de ce qu'ils apportent dans leur travail. Donc c'est un secteur d'activité extrêmement important, 10% du PIB, grosso modo, 7% des emplois. En fait, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Il y a 1 800 000 personnes qui travaillent dans les associations et ça fait 1 300 000 équivalents temps plein, si vous voulez. Donc c'est quand même considérable, c'est plus que beaucoup de secteurs industriels dont on entend parler tous les jours à la radio, dans les médias, alors qu'on entend peu parler du monde associatif. Donc il y a vraiment un problème de compréhension de ce monde associatif et de la compréhension du monde politique à tous les niveaux de ce qu'apportent dans notre société les associations. Notre société, d'ailleurs c'est vrai pour toutes les sociétés, mais notre société ne peut pas vivre sans l'apport des associations. Et les associations ne sont pas des corps intermédiaires, les associations ne sont pas des contre-pouvoirs. Les associations, ce sont directement la société civile, c'est la société. 13 millions à 18 millions de bénévoles, c'est directement la société. Et je pense qu'il y a une réflexion profonde à avoir sur cette question-là. Donc nous travaillons aussi ces questions-là. Ceci dit, je confirme totalement ce qu'ont dit un certain nombre d'intervenants avant moi, diminution très forte des subventions, aggravation de la situation aujourd'hui avec la disparition des emplois aidés de façon extrêmement brutale. Nous avons chiffré, et c'est confirmé par des chiffres d'une enquête flash de l'Assemblée nationale, un rapport du Sénat, nous avons chiffré entre 900 000, je veux dire, et 1,3 non, 900 millions et 1,3 milliard de pertes pour les associations suite à la disparition des emplois aidés. C'est donc considérable. Et nous demandons, en tant que justement association collective des associations citoyennes, que ce milliard soit rendu aux associations dans le cadre du budget 2019. Or, le budget 2019 ne dit rien des associations. La seule ligne qu'il y a, c'est une ligne pour sport, vie associative, jeunesse et sport, etc., de 1 milliard justement, mais qui comprend tout, y compris les Jeux Olympiques. Donc on est très très loin de ça, ce qui veut dire à quel point le gouvernement actuel, mais c'est le prolongement du gouvernement précédent, j'allais dire, ne se préoccupe pas du monde associatif. Suite à la suppression des emplois aidés, il y a eu, ça a été évoqué tout à l'heure, des actions importantes qui ont été faites pour le monde associatif. Et le CAC qui a pris largement sa part, puisque c'est lui qui a initié ces actions-là. Et nous avons fait 2 journées notamment de journées noires du monde associatif, dont une qui était prévue le 10 novembre. Et le 9 novembre, justement au grand voisin, le Premier ministre, qui n'était pas encore ministre de l'Intérieur, a fait une annonce en disant qu'il va y avoir une grande concertation avec le monde associatif compte tenu de la situation. Nous avons eu effectivement la concertation. Nous y avons participé en tant que collectif et en plus nous étions très contraints dans le temps parce que ce gouvernement veut aller vite. Donc on avait 2 mois pour faire cette concertation qui a été bien faite, où les représentants des administrations, de la direction de la jeunesse et des sports qui étaient là, ont fait un travail important avec tout le monde associatif et les principaux réseaux qui étaient représentés. Et nous avons remis un rapport au Premier ministre avec 59 propositions au mois de mai. Nous attendons toujours la réponse. Donc ce n'est pas quelque chose de prioritaire et d'urgent. C'était prioritaire et urgent le 9 décembre parce qu'il y avait des actions en cours, le 9 novembre je veux dire, parce qu'il y avait des actions en cours, mais maintenant c'est plus du tout prioritaire. Et le projet de budget, comme je l'ai dit, pose de véritables problèmes. Et tous les plans qui ont été évoqués, que ce soit le plan sur plan pauvreté, le plan sur les banlieues, le plan santé, etc., ne répondent pas à la situation concrète dans laquelle se trouve notre société et le monde associatif. Le plan sur la pauvreté, 8 milliards en 4 ans pour entre presque 9 millions de pauvres dans notre pays. Si vous faites la division, ça fait 220 à peu près euros par an, par personne. Ce n'est pas avec ça qu'on sort de la pauvreté. Donc on n'est pas dans la dimension réelle de ce qu'il faudrait faire, on n'est pas dans la compréhension de ce qu'apportent les associations dans la société, dans tous les domaines d'activité.
Donc c'est ça d'abord le message, si vous voulez, qu'on pourrait avoir. Et je pense qu'il faudrait qu'on ait un débat, une mobilisation plus forte pour que les pouvoirs publics à tous les niveaux n'instrumentalisent pas les associations, priorisent la subvention par rapport au financement, fassent vraiment de la co-construction. Nous allons sortir un document à ce sujet-là qui est le résultat d'une action recherche avec des universitaires et devrait mettre en œuvre réellement partout, et ça donnerait, y compris des réponses à des questions qui ont été posées, y compris par la dernière intervention, la charte des engagements réciproques qui a été mise à jour et qui a été signée par l'ensemble des collectivités, par l'État bien entendu, mais aussi l'Association des régions de France, mais aussi l'Association des départements et l'Association des maires de France, et qui pourtant n'est pas du tout déclinée sur les territoires, et qui est complètement, même par l'État d'ailleurs, et qui est complètement ignoré, et qui permettrait d'avoir peut-être un débat qui était recherché avec les autorités publiques à tous les niveaux. Donc il y a vraiment beaucoup à faire pour avoir une politique vraiment offensive et une politique dynamique pour le monde associatif. Merci. Alors, avant de faire réagir Marie-Emmanuelle Assidon ainsi que Madame Fructus sur tout ce qui a été soulevé, Samia Chabani, vous, en tant que donc, notamment membre de ce conseil présidentiel pour la ville, est-ce que ces préoccupations, c'est celles que vous comptez faire remonter ? Oui, absolument. Bonsoir à tous. Je suis aussi la directrice de l'association Ancrage et c'est une petite association située dans les quartiers nord. Moi, je voudrais revenir et peut-être circonscrire ce débat qui est très très large à la question des associations en politique de la ville. Parce qu'on ne peut pas traiter de tout. Et en l'occurrence, je voudrais qu'on revienne un peu sur l'histoire de la politique de la ville, puisque c'est une politique de discrimination positive territorialisée, puisque dans notre tradition républicaine, c'est comme ça qu'on intervient dans l'action publique. Et l'objectif de la politique de la ville, c'était tout de même de rééquilibrer la situation au regard de plusieurs services sociaux, publics, culturels, à l'égard des habitants. Et la réalité, c'est qu'on n'y est pas arrivé. Alors, le président a proposé de changer de méthode en s'appuyant d'ailleurs sur des expériences innovantes et des modèles économiques différents, soit. Moi, en tout cas, ce que je constatais sur le terrain, c'est un essoufflement très fort des acteurs associatifs. Et j'ai saisi l'occasion, en fait, de façon un peu opportune, d'aller lui dire en face. Parce que, honnêtement, ce qui a été dit auparavant par Joseph, par Yves et Hervé, bien sûr, je m'y associe totalement. C'est-à-dire qu'il y a un manque de visibilité des politiques publiques, des injonctions paradoxales, puisque, comme on l'a vu, les conventions pluriannuelles, les subventions de fonctionnement, d'ailleurs c'est vrai, en s'appuyant sur le droit communautaire, souvent on a dit qu'il fallait changer de modèle, et je pense que la vie associative a vraiment tenté d'aller vers plus d'autofinancement, vers l'hybridation des ressources, etc. Mais finalement, qu'est-ce qu'elle a trouvé en face ? Est-ce qu'elle a trouvé vraiment des politiques incitatives, y compris pour aller chercher de l'argent dans des fondations d'entreprises ou ailleurs ? Oui, ponctuellement, mais insuffisamment pour permettre cette mutation du modèle économique des associations, en tout cas pour celles qui sont en contrat de ville, qui sont en politique de la ville. Ça exigeait beaucoup plus d'efforts et de temps surtout, parce que le problème c'est qu'en 2018, début 2018, on s'est tous retrouvés sans subvention de fonctionnement, sans contrat aidé, avec aussi tout un discours public qui mettait vraiment, qui stigmatisait les acteurs associatifs. Alors on était des utilisateurs de mesures, on travaillait avec des habitants, mais c'est tout. Enfin voilà, on était dans une logique de captation des habitants. Une vraie interrogation, moi, qui me remettait vraiment en question sur le plan professionnel et sur le plan de mon éthique personnelle, parce que je voudrais introduire des mots comme ça. La vie associative, c'est vrai, c'est la liberté de s'associer entre citoyens aussi, pour innover et proposer des solutions au regard d'une réalité territoriale. Et c'est vrai que ces injonctions paradoxales me permettaient insupportables. On est aussi gestionnaire de précarité, faut-il le dire, faut-il le rappeler. Nous sommes gestionnaires de précarité, on a autour de nous une compétence dans la vie associative qui est très très forte, avec des gens qui prennent des risques, même si ils ne sont pas issus de la culture économie sociale et solidaire, ils prennent des risques. Et le premier des risques, c'est celui de la précarité. Et moi, je voudrais revenir là-dessus, parce que je pense qu'on est nombreux dans cette salle à être concernés. On est gestionnaire de précarité, et pour autant, je pense qu'on partage tous, en tout cas une grande majorité, une éthique
de travail par rapport au parcours sécurisé, à sécuriser les parcours des jeunes que nous formons pour qu'ils puissent développer des compétences, y compris d'ailleurs souvent ailleurs que dans nos propres associations. Donc il y a comme ça un phénomène d'épuisement très fort de la vie associative qui, moi, m'a interpellée, et je me suis dit, je vais saisir cet outil qui est le Conseil présidentiel des villes, sans savoir exactement comment il s'articulait, par exemple, avec le Conseil national des villes. Alors j'en sais un peu plus depuis hier, puisque nous étions réunis, mais avec une volonté forte d'interpellation des pouvoirs publics sur ce manque de visibilité, sur des collectivités territoriales qui désertent le contrat de ville. Le contrat de ville, c'est un contrat, donc qui associe l'État, des collectivités territoriales, pourquoi pas d'autres acteurs. Mais là, aujourd'hui, sur notre territoire, c'est plus le cas. Donc il y a une vraie mise en danger de la vie associative. Qui dit mise en danger de la vie associative, c'est mettre en danger l'offre de services qu'on propose aux habitants. Hein. C'est bien de ça dont on parle. Parce que c'est pas avec nos salaires je pense, qu'on fait fortune. Donc, il y a un engagement fort des habitants et de la vie associative. Alors, le Conseil présidentiel de ville, il s'est donné comme objectif principalement celui-là, d'aller voir dans chaque proposition le plan de pauvreté que vous évoquiez, mais aussi d'autres. La loi Elan, par exemple, parce qu'on n'a pas parlé de logement social, mais il y a un enjeu très fort dans notre territoire autour de la question des copropriétés dégradées, du logement social, la production du logement social. Et ça aussi, ça impacte énormément les habitants. Et là aussi, il y a une expertise des associations, parce que s'il fallait couvrir ce soir tous les champs dans lesquels interviennent les associations, on est sur des champs extrêmement divers. Mais pour revenir sur la question de la politique de la ville, il y a une responsabilité des pouvoirs publics qui est encore plus forte à l'égard des habitants. Puisque moi, ce que je disais au président, c'est qu'on n'est plus dans les questions de pauvreté, on a des questions d'indigence. Dans certains quartiers, on a des problématiques. Alors je veux bien qu'on discute du modèle, je veux bien qu'on discute de la méthode, mais on est vraiment dans des problématiques où on n'est pas sorti de la très grande pauvreté à Marseille. Donc l'urgence et l'interpellation portent notamment sur ces points-là. Il y a un mot qu'on n'a pas aussi prononcé ce soir qui me semble important, c'est que la politique de la ville, c'était aussi une politique de lutte contre les discriminations. On parle quand même de Français, pour une grande partie issus de l'immigration, qui sont restés durablement dans des cités d'habitat social qui, je vous rappelle, étaient des cités temporaires, qui ont peu bénéficié de la mobilité sociale ces dernières décennies. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? On n'en parle pas? On ne parle pas de ce problème-là? Moi, je pense qu'il faut vraiment l'affronter parce qu'on est face à une réalité aujourd'hui d'une jeunesse qui est en train d'avoir recours à d'autres formes de solidarité, qui ne sont pas du tout des solidarités républicaines, loin de là, et qui nous échappent, qui échappent à l'éducation populaire, qui échappent à la prévention spécialisée, et qui s'enfoncent durablement dans une frontière avec le droit commun, et aussi avec les acteurs en politique de la ville. Donc ça, c'est une préoccupation. On parle toute la journée dans les médias de l'insécurité à Marseille, je voudrais aussi qu'on pose la question de la légalisation du cannabis dans ce conseil présidentiel des villes. Ça avait l'air d'être réglé. Moi, je voudrais qu'on le repose parce que c'est une vraie question. Qu'on n'exclut pas de parler des services de droit commun qui sont indisponibles, sur lesquels on a très peu de prise aujourd'hui. Et puis aussi, on a une richesse dans la vie associative locale qui prend la forme de tous ces festivals culturels, de toutes ces expressions artistiques qui sont aussi Marseille, qui sont aussi la diversité culturelle de notre territoire, qui aujourd'hui sont absents ou sont très très fragilisés. Donc vous voyez, il y a énormément de thèmes. Moi, ce qui a porté mon engagement, c'est d'avoir un contact direct avec le Conseil présidentiel des villes, où il y a des acteurs qui sont très impliqués dans des conseils citoyens, dans leurs territoires respectifs, mais bien sûr aux côtés des pouvoirs publics, parce qu'il ne s'agit pas d'opposer, je vais dire de façon caricaturale, l'action de l'État, les services déconcentrés de l'État, l'action de la politique de la ville, mais vraiment de travailler de concert, parce qu'on a vraiment besoin de travailler tous ensemble pour y arriver. Alors la question que je pose principalement, c'est quelle temporalité, quelle méthode et dans quel objectif à l'avenir, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Marie-Emmanuelle Assidon, préfète déléguée pour l'égalité des chances. Vous êtes marseillaise depuis 1 an, donc voilà déjà.
Et donc, maintenant, vous commencez, j'imagine, à bien connaître le tissu, qui est spécifique, et où il y a beaucoup ces questions de politique de la ville sur lesquelles on va revenir, évidemment. Comment vous envisagez votre travail avec le tissu associatif au quotidien ? Bon, moi, je suis un petit peu... Bon, d'abord, je vais quand même dire en premier lieu, évidemment que je suis très contente d'être là. J'ai accepté tout de suite cette invitation. On n'a pas beaucoup, en réalité, d'occasions et d'espace pour croiser des expériences, des points de vue, et puis des parcours. Et je trouve que là, on a un échantillonnage particulièrement vaste de toutes les problématiques que votre débat soulève. Il est tellement vaste, cet échantillonnage, que j'ai vu que Madame Chabagny avait resserré sur la politique de la ville, monsieur a resserré sur la vie associative en tant qu'objet, en tant que tel. On a eu la présentation de Yes We Camp, on a eu la problématique des centres sociaux qui, à mon avis, pourrait tout à fait justifier d'une soirée à elle seule. Et puis, on a, depuis le début de la soirée, donc superposé toutes ces branches comme si elles faisaient partie d'un même arbre, alors que, par ailleurs, elles peuvent être aussi réparties en plusieurs arbres et qui n'ont évidemment pas vocation à cacher la forêt. Donc, je ne vais pas essayer de vous embrouiller en vous faisant des métaphores pénibles, mais je suis quand même frappée de ce qu'on parle à la fois appel à projets et subventions, à la fois fonctionnement et projet, à la fois public et privé, et à la fois délégation et association, ce qui n'est pas la même chose, et politique de la ville et pas politique de la ville, puisqu'il n'y a pas des associations qui intervenantes uniquement en politique de la ville. On fait, nous, État, beaucoup de subventions aux associations qui font par exemple de l'hébergement d'urgence, et qui ne sont pas spécifiques au quartier politique de la ville. Donc on a une espèce d'empilement là de choses et de problématiques qui est un peu touffu. Mais si je devais resserrer la question, je dirais qu'on est dans un département assez extraordinaire, et pas au sens formidable du terme, mais aussi au sens plus préoccupant de ce terme. Ça a été décrit, je pense que je n'ai pas besoin de vous décrire le département dans lequel vous vivez plus avant, mais c'est un département qui présente toutes les caractéristiques en réalité de l'extrême, c'est-à-dire une extrême pauvreté, une extrême territorialisation, une extrême vivacité associative. Alors je voyais, je crois que c'était dans le papier de ce matin de Mars Actu, où on disait, on se repaît de mots, on dit que la vie associative est foisonnante à Marseille, mais en fait c'est vrai. C'est pas juste qu'on se repaît de mots, c'est que le secteur associatif des Bouches-du-Rhône, c'est 10% de l'emploi, donc c'est au-dessus de la moyenne nationale. Donc on est objectivement dans un secteur, face à un secteur associatif particulièrement vivace, et franchement tant mieux. Mais c'est un territoire qui connaît de telles disparités, de tels enjeux de cohésion sociale. Vous parliez d'indigence, madame, je peux reprendre le mot sans aucun problème, et qui intègre, du coup, qui produit tellement producteur de risques de cohésion sociale, de risques de cohésion républicaine, et pas du tout que de risques sécuritaires. Je suis d'accord, la sécurité est un immense sujet, mais le risque de fracture irréversible dans un certain nombre de quartiers qui sont sur mon territoire de responsabilité est réel. Et donc, quelle est la place des acteurs associatifs là-dedans? Et effectivement, quelle est la relation de la puissance publique aux associations? Qu'est-ce que l'État, en l'occurrence pour ce qui me concerne, attend des associations, et qu'est-ce que les associations peuvent attendre de l'État? Je trouve que la manière dont le débat est posé, c'est-à-dire sur le mode de la transaction, est un petit peu courte. On ne peut pas être dans une relation uniquement où on fait des échanges d'argent public contre une forme de prestation. Ou alors, il faut renoncer au discours que vous avez tenu, monsieur, et qui est pour moi le bon discours, à savoir l'association procède d'un certain nombre de citoyens qui décident d'agir en réseau
en toute liberté pour un objectif qu'ils se fixent entre eux et qui n'appartient qu'à eux. Donc je suis quand même frappée par une forme de confusion. Je ne sais pas si je suis très claire, mais n'hésitez pas à me couper si je m'embourbe, hein, vraiment. Non. Mais je suis quand même frappée par une forme de confusion entre la revendication que je trouve totalement légitime à l'absolue liberté, la liberté de constitution d'association, qui est d'ailleurs un principe de base dans notre République, et en même temps l'attente d'être dans un cadre extraordinairement sécurisé, transactionnel, etc., et dans une relation de face à face avec la puissance publique, quelle qu'elle soit, que ce soit l'État, la ville, la métropole, la région, etc. Bon. Ça, c'était mon premier point, et en fait, je ne voulais pas le dire, et en fait, c'est pas grave, je l'ai dit, je l'assume. Le deuxième point, c'est que oui, on a besoin des associations, parce que qui mieux que les personnes implantées au cœur des territoires peuvent nous proposer, amender, faire vivre, nourrir les politiques publiques dont nous avons la charge. Ça n'existe pas, pardon de le dire devant une salle aussi qualifiée, que soudain les pouvoirs publics décident de prendre telle mesure, et puis on ne sait pas bien comment d'ailleurs, ex cathedra, la mesure est plaquée au sol sur le terrain et elle s'applique. Ça ne marche pas. Il faut qu'elle soit, cette mesure, il faut qu'elle soit relayée et il faut qu'elle soit appropriée par le terrain. Donc pour moi, le rôle clairement des associations, lorsque nous interagissons en matière de politique publique, est là. Et je trouve que, très honnêtement, pour ce qui concerne ce territoire, ça fonctionne. Ça fonctionne même plutôt très bien. Ça fonctionne très bien parce qu'il y a aussi, on le sent hein, d'ailleurs dans les prises de parole des uns et des autres, un engagement qui est fort. Je veux dire, on est tous, chacun dans nos catégories et en nos rôles et qualités. C'est-à-dire que je suis la représentante de l'État, je ne peux pas évidemment endosser le point de vue des associations, mais on est tous dans une forme d'engagement. Alors quand cet engagement est bénévole et qu'il remplit des vies, il est évidemment encore plus remarquable que quand il est un métier comme c'est le cas pour moi. Mais on est tous dans cette forme d'engagement-là. Que vous dire? Je ne sais pas, parce que je ne sais plus, j'ai perdu la question. Je vous écoute, Madame Castelli. Sur votre travail au quotidien, puis on peut reprendre l'interrogation de Monsieur Boal sur le fait de comment est-ce que l'État s'assure que le tissu associatif reste vivant. Alors il disait, alors c'est un peu flou, je suis d'accord, hein, on est sur des questions vastes et c'était aussi une demande qu'on a eue qui a émané du collectif d'associations à l'origine du débat, c'était de dire bon il y a un état d'urgence, certes le débat sera très large, mais il y a besoin de faire entendre cette urgence pour répondre à ce que vous disiez. Et donc tout à l'heure Monsieur Boal disait il faut arrêter de tuer le tissu associatif. Vous, dans votre travail avec les associations, comment vous pouvez vous assurer que les associations vont bien, sont sécurisées? Ben, je peux pas. Enfin, si vous voulez, on peut... Encore une fois, je pourrais, je sais pas, trouver une formule d'esbrouf ou quoi, mais je ne peux pas... Ce que je voudrais faire comprendre, c'est que je gère des deniers publics, d'accord? Donc je suis, par exemple, si je prends la politique de la ville, dépositaire de crédit de l'État à hauteur d'à peu près 15 millions d'euros annuels, plus un petit 5 millions d'adultes relais. Pour ce qui concerne spécifiquement la politique de la ville, hein, quand je parlais d'hébergement d'urgence tout à l'heure, c'est encore autre chose. On a évidemment d'autres types d'actions publiques, mais ça c'est le budget annuel qui est à ma disposition pour la politique de la ville. L'État a des objectifs. Donc l'État présente ses objectifs qui sont débattus dans un cadre contractuel avec les collectivités locales. On se met d'accord, c'est ça le contrat de ville, hein, on se met d'accord sur les objectifs qu'on poursuit en commun en termes de politique publique sur un territoire. Et ensuite, en fonction de ces objectifs, on publie ce qu'on appelle un appel à projet, tout le monde ici connaît ça, y compris dans sa version la moins glorieuse, à savoir administrative. Et les acteurs locaux se positionnent pour décliner
s'ils en sont d'accord, enfin, c'est pour ça que je suis très embarrassée pour vous dire comment est-ce que vous pouvez vous assurer que le secteur associatif est solide. Il faut évidemment que pour accepter de postuler un appel à projet et de recevoir une subvention publique pour mettre en œuvre ce projet sur le territoire, il faut être à l'aise avec. Donc la mécanique est là. Donc les éléments de consolidation, de garantie et de pérennité, ils existent, et je pense notamment aux efforts qui sont fournis par les services de l'État pour des conventions pluriannuelles d'objectifs qu'on essaye de multiplier de sorte à pouvoir donner de la visibilité aux associations qui, au lieu de connaître une subvention pour l'année qui vient, peuvent avoir une visibilité, par exemple, sur 3 ans. Donc ça, je pense que c'est extrêmement utile. Et en même temps, à chaque fois qu'on passe une CPO, pour lui donner son petit nom, je me pose la question on fige les choses, le cas échéant, ça peut nous empêcher d'avoir de la réactivité. Bon, donc tout ça est un cadre mouvant et complexe, quoi. S'il y avait une modalité selon laquelle l'État pouvait garantir de la pérennité, de la visibilité, de l'argent, des orientations pérennes, quelqu'un tout à l'heure parlait du pacte pour Marseille et puis de la fin du pacte pour Marseille. Bon, tout ça, ce sont des choses assez compliquées. Donc on agit dans le cadre d'une relation contractuelle. On sait sur quoi on s'engage, on sait que c'est précaire. Et donc, moi, je pense qu'il y a un moment, et c'est peut-être ça le débat que j'ai senti transparaître dans les interventions des uns et des autres, il y a une vulnérabilité du tissu associatif qui mérite certainement qu'on regarde de plus près comment on s'y prend pour la surmonter. Et à laquelle, évidemment, on est bien évidemment disposé à contribuer, ça va de soi. Parce que, encore une fois, comme je le disais à l'origine, sans les associations, on ne pourrait pas décliner la plupart de nos politiques publiques dans les territoires. Et donc ça, c'est une réalité. On va peut-être donner la parole à Madame Fructus aussi. Donc voilà, vous remplissez aussi le rôle d'interlocutrice des associations et notamment sur la politique de la ville, puisqu'on se resserre progressivement sur cette thématique. Quelle réponse vous donnez alors à ce sentiment de vulnérabilité que vous devez entendre au quotidien ? Oui, juste quand même rebondir sur les propos précédents pour vous dire que quand on était assis en face avec Madame la préfète, avec Samia, on s'est dit, est-ce qu'on s'est trompé de lieu ? Parce qu'en réalité, le sujet abordé, c'est un champ gigantesque qui concerne la vie associative en général. Et nous, on fait un binôme avec Madame la préfète et on s'occupe de la politique de la ville. Alors certes, il y a du tissu associatif, évidemment, qui anime cette politique de la ville, qui la construit avec nous, mais c'est certainement pas l'essentiel du champ de la vie associative. Voilà. Donc, si on est d'accord sur ce constat, on peut avancer. Et puis, je peux vous dire des choses simples. Des choses, par exemple, j'aimerais bien vivre dans un pays qui s'appelle en théorie, parce qu'en théorie, tout est possible, vous voyez, et que là, moi, je me rends compte au quotidien que tout n'est pas possible, et qu'effectivement, il y a des choses extrêmement compliquées qui se posent au quotidien, et notamment pour ceux qui sont en responsabilité. On est dans un champ politique de la ville, c'est un champ éminemment contractuel, ce qui a été dit par Madame la préfète. J'ai eu l'honneur et l'avantage, dans le cadre de mes fonctions, de travailler avec 4 préfets pour l'égalité des chances. J'allais y venir, Madame la préfète. Ce que je veux dire, c'est que chacun, avec sa personnalité, porte une action à nos côtés. Et c'est la même, et c'est le même engagement. On est dans un cadre contractuel qui est celui d'un contrat de ville. Contrat de ville qu'on a effectivement négocié avec l'État, les collectivités, et qui nous fixe des objectifs sur une période de 5 ans. Voilà.
Le contrat de ville qui nous réunit, nous ici, c'est un contrat de ville qui a été signé avec 50 signataires, 50 partenaires. Alors certes, il y a l'État, certes, il y a les collectivités, il y a le département, il y a la région effectivement, mais il y a une multitude d'autres acteurs, les bailleurs sociaux, la Caisse des dépôts, enfin bref, la CAF. Voilà. Tout ça sont des partenaires de la politique de la ville et ils s'inscrivent dans un cadre contractualisé avec des objectifs, le développement économique par exemple, assurer la cohésion sociale, travailler sur le cadre de vie, l'amélioration du cadre de vie des habitants. Voilà, ça c'est notre colonne vertébrale. À partir de là, comment ensemble les partenaires arrivent à décliner des interventions qui peuvent soutenir ces objectifs. C'est, Madame la préfète l'a justement dit, avec voilà, des démarches administratives très complexes, je vous l'accorde, mais qui sont des appels à projets qu'on lance au tissu associatif qui, en toute liberté, Monsieur le Président, en toute liberté, choisit de s'inscrire ou non et de déposer ou non un dossier pour répondre à cet appel à projet. Et évidemment, après, on retient ou on ne retient pas les appels à projets. Donc, voilà, c'est un travail un petit peu fastidieux et qui mérite, par exemple, des simplifications considérables. Ça, je veux dire, on mesure bien les attentes du milieu associatif, mais aussi nos attentes à nous, parce que c'est un enfer administratif. Donc, on a fait des avancées colossales, qui sont par exemple déjà qu'on a avancé les appels à projets. C'est ça, je parle sous le contrôle de mes services, alors excusez-moi si ce n'est pas les termes exacts, mais on a avancé voilà, de façon à ce que le tissu associatif puisse bénéficier effectivement des fonds publics pour soutenir leur action plus tôt. Bon, ça, c'est déjà un grand pas qu'on a réussi cette année à accomplir. Bon, il y en a beaucoup d'autres, notamment vous simplifiez la vie dans l'élaboration de vos dossiers et essayez de faire, par exemple, un dossier unique, que tous les partenaires partagent la même méthodologie et qu'on se mette d'accord sur un dossier unique, de sorte que vous n'ayez pas faire le dossier qui va bien auprès de l'État, faire le dossier qui va bien auprès de la politique de la ville, enfin, etc. C'est épuisant, c'est très compliqué, c'est une perte d'énergie, une perte de temps. Donc, on a, nous, du travail à faire pour vous aider et vous faciliter la tâche. Et alors, est-ce que pour ça, parce que le guichet unique, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau comme objectif, est-ce que ça, vous mettez des délais pour y arriver ? Oui. Très clairement, on se met des délais. Là, on a décidé, notamment au niveau métropolitain, de faire ça, de lancer la démarche. Et je suis assez pragmatique. Voilà. Donc, on va réaliser ça le plus rapidement possible. Voilà. Je suis bien consciente des contraintes des uns et des autres, mais quand même, on est devant quelque chose qu'on doit pouvoir accomplir dans des délais raisonnables. Voilà. Ce que je voulais vous dire également, c'est que qu'est-ce que ça veut dire la politique de la ville et qu'est-ce que c'est qu'être élu en charge de la politique de la ville dans notre territoire métropolitain. C'est quand même travailler pour améliorer, Samia l'a parfaitement dit avec des mots justes que je partage totalement et sur lesquels je ne reviendrai surtout pas. Ça concerne plus de 300 000 habitants. 300 000 habitants, c'est pas rien. Ça concerne sur notre territoire métropolitain 15 communes, parce qu'il y a 59 quartiers prioritaires, et 14 quartiers en veille, les QPV, les fameux quartiers de veille qui nous ont posé plein de problèmes au moment de la nouvelle mise en place de la politique de la ville version Lamy. Voilà. C'est aussi 21 sites qui sont inscrits dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain. Et donc, les contrats de ville, ce sont des outils qui vont nous permettre d'accompagner les habitants de ces territoires. C'est pas rien.
On est en train, avec Madame la Préfète, de suivre très méticuleusement une démarche d'évaluation du contrat de ville à mi-mandat. Ça ne s'est jamais fait. On le fait là. C'est une obligation légale, donc on ne s'y soustrait pas, bien au contraire. Et c'est un exercice particulièrement édifiant parce que ça nous met tous en questionnement. On se rend bien compte qu'il y a quand même un décalage très net entre les actions que l'on porte, les enjeux et les ambitions que nous avons les uns et les autres, et la réalité des territoires sur lesquels on intervient. Pour tout vous dire, aujourd'hui encore, dans nos territoires prioritaires, un habitant sur 2 vit sous le seuil de pauvreté. 38% des habitants ont moins de 25 ans. C'est donc des jeunes, c'est plutôt positif, mais aussi avec toutes les problématiques liées justement à notre jeunesse. Et 42% des enfants sont vulnérables. Vulnérables, ça veut dire qu'il y a 7 indicateurs: fragilité, logement social, chômage, monoparentalité, absence de formation des parents. Ce qui veut dire quoi, en 2 mots? Si je vous donne ces chiffres, c'est qu'il y a nécessité absolue de revisiter les modes d'intervention pour les rendre plus efficaces, plus efficients. Et pour ça, on a effectivement les uns et les autres besoin de se reposer les bonnes questions et surtout de se les poser ensemble. Et en ce sens, je suis parfaitement d'accord avec vous sur le fait qu'il faut absolument engager un travail avec les associations, et je me réjouis de votre initiative, comme l'a fait Madame la Préfète. Je pense qu'on n'a pas réfléchi ni l'un ni l'autre, on vous a répondu instantanément. Parce que c'est une occasion qui vient de vous, de poser les bases d'un travail qu'on doit faire ensemble. Comment vous et nous, on peut reconfigurer un cadre à l'action que l'on doit porter les uns et les autres. Un mot enfin, pour vous parler de la région. Alors, vous m'avez interpellé en tant qu'aussi région. Alors là, je m'appuie et je vous dis, je suis élue régionale dans cette mandature en étant au départ présidente de la commission Habitat, Foncier, Urbanisme, ce qui, ma foi, avait du sens et du lien avec la délégation que j'ai sur le territoire marseillais, sur le logement et l'habitat, etc. Très bien. C'est quelque chose qui me plaisait. Bon. La région, aujourd'hui, considère que la politique gouvernementale est extrêmement contraignante, l'oblige à faire des économies, à revisiter son champ d'intervention et qu'elle doit travailler sur ses compétences. Elle considère, par exemple, que l'habitat, le foncier et l'urbanisme ne sont pas une compétence prioritaire essentielle de la région, et donc elle supprime la commission Habitat, Foncier et Urbanisme. Je vous raconte ça tout simplement pour vous dire que j'ai hérité la présidence de la commission Vie associative, cohésion sociale depuis le mois de juin. Okay, donc, c'est un beau cadeau qu'on me fait. Non, mais je le dis en toute sincérité, c'est un beau cadeau parce que c'est aussi une activité qui me plaît énormément et sur laquelle je suis engagée. Mais c'est un cadeau qui mérite aussi qu'on travaille ensemble sur les évolutions de l'engagement régional, qui très clairement, là aussi, dit, j'ai toujours soutenu le tissu associatif, et c'est vrai que j'ai les chiffres, alors, si vous voulez, j'ai 3 tonnes de chiffres, je remercie mes services, ils me font des chiffres de tous les côtés. Alors la région, c'était en 2016, 310 millions d'euros d'engagés pour le soutien associatif. Voilà. Ça sera certainement un petit peu moins prochainement, mais différemment. Ça sera engagé, parce qu'en fait, ce que l'institution régionale veut faire, c'est qu'elle veut soutenir des projets, et c'est aussi une façon de nous réinterroger les uns et les autres, soutenir des projets qui entrent dans le cadre de ses compétences. Donc jusque-là, il y a une cohérence. Voilà. Donc cette cohérence, il faut qu'on essaye de se l'approprier plutôt que de la subir et d'être suffisamment réactif, tout autant qu'on a bien le cadre ensemble. Vous voyez, et moi, je suis prête
en discuter avec vous et à voir comment ces nouvelles modalités d'intervention de la région vous laissent quand même des opportunités de pouvoir vous engager auprès de cette institution pour porter des projets. Juste pour vous dire quand même, et on va clore le chapitre de mon intervention sur la région, vous dire que je devrais en plénière au mois d'octobre défendre un rapport qui lancera un appel à projet qui s'appelle « Protéger et accompagner les jeunes vers l'autonomie, promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes ». Voilà. Donc, juste pour vous dire que le nouveau champ d'intervention de la région, c'est la promotion de l'égalité des hommes et des femmes et la jeunesse, et le public des jeunes de 15 à 25 ans. Voilà. Donc, préparez-vous à répondre à ce projet. Moi, je serai... Non, mais vraiment, je serai là pour essayer de suivre et accompagner le mieux possible vos initiatives dans ce domaine, et elles seront essentielles, évidemment. Voilà, donc effectivement, la politique de la ville, vous l'avez compris, c'est une politique contractuelle. C'est vrai que quand on signe des contrats, généralement, ils sont faits pour être respectés. Après, il y a peut-être des clauses de revoyure, des retraits de certains acteurs qui peuvent se justifier, mais qui doivent prendre la mesure et la dimension de ce que ce retrait génère. Donc, pour ce qui est de la région, par exemple, qui se retire sur certains postes, nous avons compensé à l'échelle de la métropole et de l'État le plus possible les baisses liées au retrait de la région, mais au-delà de ça, la région... Vous avez l'air dubitative, madame. Un petit peu, on a compensé un peu. Mais je suis dubitative parce que je n'ai pas les moyens de compenser et pas vocation à compenser. Oui, mais voilà, si vous le faites, c'est très bien, mais voilà. Moi, j'estime que, d'abord, l'argent, je ne l'ai pas, point 1, et point 2, c'est aussi à l'institution régionale et au conseil régional d'assumer ces choix. Bien sûr, et d'ailleurs, l'institution régionale le fait, puisque sa nouvelle forme d'intervention, elle se fait à travers ce qu'on appelle les contrats régionaux d'équilibre territorial, qui sont des contrats signés avec les intercommunalités ou les métropoles. Et Marseille a bénéficié d'un CRET conséquent, plus de 120 millions d'euros. Et avec cet engagement régional d'accompagnement de la métropole, on définit en fonction des compétences de la région la mise en œuvre de l'utilisation de ces fonds régionaux en accompagnement des actions métropolitaines. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. Merci. Bon, alors on voit bien que la thématique vers laquelle on s'oriente, la question logique, c'est peut-on faire mieux avec moins ? On est sur plus de critères, plus de rationalisation. Je pense que ça suscite un deuxième débat total. Comme on a pris un peu de temps, si vous êtes d'accord, sauf si vraiment quelqu'un veut réagir, on va passer à la salle parce que je pense qu'il y aura des questions encore plus précises, encore plus pertinentes. Et donc, on va commencer à faire circuler le micro dans la salle.